Merci, Sibkali. À moi de vous remercier de m'avoir convié à votre honorable congrès. Vous êtes à la 10e session de ce congrès qui a fait beaucoup d'heureux, aussi bien en formation et vos ateliers pour les jeunes. Et soyez-en remerciés. Mais aussi avec tout le côté social que vous faites. Je n'ai pas les chiffres, mais au-delà de 5000 lunettes, sans compter les actes opératoires que vous faites localement ou à distance à travers vos différentes caravanes. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vais introduire quelques minutes par rapport à l'ouvrage dont vous avez fait la citation, en faisant le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure par notre ami Jafar Heikel. Je voudrais vous lire ce paragraphe. Le rapport, le rapport sur l'indice du capital humain, publié par la Banque mondiale en septembre 2020, c'est récent, attribue au Maroc une note de 0,50, inférieure à la moyenne de la région MENA. Et il stipule que si les conditions actuelles d'éducation et de santé au Maroc persistent, un enfant né aujourd'hui sera de moitié moins productif qu'il aurait pu l'être si l'État lui avait assuré une bonne éducation et une bonne santé. Je pense que tout est dit. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, si la santé coûte cher, la, la maladie ou l'absence de santé coûte horriblement cher, non seulement aux patients, mais aussi à l'État. On l'a vu à travers le Covid, la crise de la Covid actuellement, que même les pays les plus industrialisés n'arrivaient pas à répondre favorablement et que finalement, il n'y a aucun modèle qui est parfait, quels que soient les pays. Donc, il va falloir réfléchir ensemble sur un nouveau programme, une nouvelle politique de santé, en s'inspirant d'abord de ce qui se fait, mais surtout en se basant sur l'actualité, sur nos acquis. Et là, on en parlait tout à l'heure du partenariat public-privé. Je pense que aussi bien le public-privé que le secteur libéral sont arrivés à maturité et il y a lieu de discuter pour trouver, comme vous disiez si bien, des bridges entre les deux secteurs. Donc, ce qui m'a été demandé, et avant, je vais faire d'abord un petit un petit aperçu de l'ouvrage dont il est question. C'est un plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc. Je n'aurais jamais pensé écrire sur la politique de santé, mais encore une fois, voilà les enseignements du Covid. Euh, Ça nous a permis de réfléchir, de se poser des questions. Et heureusement, j'ai eu l'aimable collaboration de nombreux de mes collègues experts, dont Sil Khalil Mohsin pour le côté ophtalmo, Sismaïl Farid pour le côté traumato, mais non seulement, puisqu'il est aussi président de la commission médicale au sein du Conseil national de l'ordre, et bien évidemment notre bien-aimé et ami Jafar Heikel, que vous connaissez. On parlait déjà du concept 2.0. Au fait, on n'est pas dans le domaine informatique pour parler du 1.0, 2.0, et certains diront qu'on est un peu ancien puisqu'on arrivait déjà au concept 4.0. Au fait, le 2.0 a une autre connotation. Le 1.0, c'est le système de santé qu'on vit actuellement. On s'est rendu compte qu'avec ce qui se passe, qu'il s'essouffle. Il a montré ses limites. Il y a donc lieu de l'analyser en profondeur à travers un audit, mais d'en étudier sa capacité à gérer les défis sanitaires actuels et futurs, que ce soit l'évolution démographique, l'évolution des affections chroniques, la pénurie des ressources humaines et j'en passe. Donc finalement, le terme de 2.0 sous-entend beaucoup plus qu'un terme digital, la nécessité de changement de paradigme. Il va falloir, tout en capitalisant sur les acquis du concept de 1.0 tel que nous le connaissons actuellement, de réfléchir à un nouveau modèle de développement, à même de répondre avec acuité à la demande sans cesse croissante d'une offre de qualité à travers l'ensemble du royaume. Nous avons préfacé notre ouvrage pour qu'il soit intemporel et impersonnel, plutôt par deux discours de Sa Majesté qui nous invitent à réfléchir sur un nouveau modèle de développement, mais aussi à apporter notre pierre à l'édifice pour le bien de nos citoyens, suivi de quelques articles de notre Constitution qui nous garantissent le droit de présenter des propositions en matière législative, de garantir nos libertés de pensée, le droit à l'information, donc si bien qu'on a demandé des documents à plusieurs ministères pour lesquels on a retrouvé un écho favorable. Le sommaire, avant de rédiger, il a fallu lire un petit peu parce que je pense que quel que soit le nombre d'années qu'on a passé en médecine, il y a beaucoup de choses qui nous échappent sur le côté
réglementaires et législatifs. Donc, il a fallu lire un petit peu pour comprendre c'est quoi les défis démographiques que connaissent le Maroc, les maladies, les organes de régulation de santé, les gestions de soins, c'est quoi les organismes pourvoyeurs qui sont en charge de la santé, de leur politique et des stratégies de santé. Ensuite, on a commencé un plaidoyer. Le premier, c'est pour parler un petit peu des ressources humaines. Quels sont les défis en ce sens? Ensuite, on a abordé un grand chapitre qui est le partenariat public-privé. Il a été annoncé en partie par notre ami le professeur Heikel. On ne peut pas parler de santé quand on met de côté la formation médicale, qu'elle soit de base ou la formation médicale continue, mais aussi intégrer le digital dans une nouvelle politique, c'est ce qu'on appelle e-santé. Ne pas faire de la médecine en mettant de côté la recherche et le développement. On a bien vu que pendant la Covid, on était heureux de voir que certains ingénieurs avaient fabriqué des matériels de respiration, mais finalement, on n'a importé rien de l'extérieur. Il y avait des hommes et des femmes et il y avait des ingénieurs. Pour peu que la discussion ait été rendue possible entre les scientifiques et les ingénieurs, on a pu produire un produit pas by in Morocco, mais made by Morocco, et c'est une première. Il va falloir récidiver. Ensuite, il a fallu réfléchir un petit peu sur la pandémie, sur le plan médical, mais aussi les enseignements. Et enfin, la fin de l'ouvrage, c'est de proposer une nouvelle architecture de notre système de soins à travers ce qui a été présenté. Ce qui m'est demandé aujourd'hui, c'est de parler de l'e-santé digitale, en fait, ce qui constitue le 4e chapitre de notre ouvrage. Et avant de parler de l'e-santé, je voudrais d'abord introduire l'intérêt du sujet du digital. On ne peut pas approcher une politique de santé, quelle qu'elle soit pratique ou en digital, si on n'a pas une notion de l'état des lieux. Au fait, des éléments importants sont à connaître. Première des choses, c'est qu'actuellement, au Maroc, on constate un déficit de production, ce qu'on appelle la mise sur le marché de médecins, qui est aggravé par les migrations et le départ à la retraite. Vous savez que du temps du gouvernement d'El Sidris Jto, le Maroc a proposé de former 3300 médecins par an. Au jour d'aujourd'hui, soit presque 13 ans plus tard, les facultés de médecine n'en produisent qu'au meilleur des cas 2282. Ça veut dire qu'on est en dessous des attentes. Mais mieux que ça, c'est que ceux qu'on forme, on les forme pour l'étranger, puisque 800 des médecins, de nos jeunes médecins, quittent tous les ans, sans parler des médecins qui s'arrêtent pour des raisons de santé ou d'âge. Deuxième élément important dans l'état des lieux de santé au Maroc, c'est qu'on n'est pas moins de 28 000 médecins pour 37 millions d'habitants. Ces 27 000 médecins sont un peu plus de la moitié sont installés dans le secteur libéral. Et ce pourcentage va jusqu'à 63% pour les cardiologues, 66% pour les gynéco-obstétriciens. Ça veut dire des spécialités qui sont considérées par le ministère de la Santé comme étant des spécialités de base. Et ensuite, une mauvaise répartition, ou alors pour dire une inégalité de répartition des médecins qui se concentrent pour la plupart entre l'axe de Rabat et Salé. Le ministère l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, définit le Maroc comme étant incapable de produire une qualité d'offre médicale suffisante compte tenu du déficit des médecins. On est 7,1 médecins pour 10 000 habitants, alors que le ratio est quelque chose comme 15 médecins pour 100 000, pour 10 000, voire plus. Ça, c'est pour le côté humain. Mais aussi, il y a une transition démographique. Pendant très longtemps, on pensait que le Maroc était un jeune pays. C'est vrai, mais depuis quelques années, la population a vieilli, commence à vieillir. Si bien qu'en 2050, un Marocain sur 5 aura plus de 60 ans. Naturellement, le vieillissement n'intéresse pas que les citoyens, il intéresse bien évidemment aussi les médecins. Et donc, ce vieillissement intéresse les médecins. Si bien que quand on voit un peu les chiffres publiés par le ministère de la Santé, presque 21% des médecins dans le secteur
public en plus de 56 ans. Et on peut le dire sans vraiment se tromper que les médecins du secteur privé en 10 ans de plus. Ça veut dire que la moyenne d'âge du secteur privé, actuellement, on aura quelque chose comme 30% au plus qui ont plus de 55 ans. Ça veut dire qu'au déficit de production, au départ à la retraite et au départ à l'étranger, on aura un vieillissement de la population des médecins. La santé aussi est caractérisée par un problème de transition épidémiologique. Depuis longtemps, on sait que le Maroc est un pays jeune et on est pays tiers-monde, on a plus de maladies infectieuses. Ben, depuis quelques années, on se rend compte que les maladies dites non transmissibles constituent l'essentiel de nos pathologies, voire 75% de nos décès. Et c'est essentiellement les affections longue durée, ou ce qu'on appelle aussi les ALC, c'est-à-dire les affections longues et coûteuses, et qui engagent non seulement des dépenses de santé et des dépenses de soins, mais aussi sont chronophages pour la gestion de leur pathologie. Donc finalement, le Maroc a besoin, pour relever le défi, à combler le déficit en ressources humaines, mais aussi à veiller à l'équité de la répartition à travers les différentes régions et villes du royaume. 2, il doit gérer 2 grands groupes de maladies, les maladies transmissibles, c'est-à-dire les maladies infectieuses qu'on connaissait, qui sont de moins en moins fréquentes, et les maladies non transmissibles, les MNT, les cancers, l'obésité, le diabète, l'hypertension, et ainsi de suite, qui sont actuellement le vrai problème. Mais aussi, il va falloir assurer en nombre et en qualité les offres de soins à travers le royaume. L'introduction, j'ai voulu faire l'introduction pour vous dire que finalement, l'équation est difficile à résoudre compte tenu du défi et compte tenu de ce qu'on dispose. Il va falloir adopter une autre technologie, une autre méthodologie pour aider ce système. Le digital apparaît comme une des solutions pertinentes que notre société devrait adopter. Quand on dit une, elle n'est pas la solution magique, mais elle constitue une des solutions. Quand on parle de digital, le digital comporte plusieurs grands groupes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais parler aujourd'hui essentiellement de la télémédecine, sachant que le e-santé comprend la télémédecine qui est une forme de pratique à distance. Nous avons vu que pendant la pandémie, en pleine pandémie de la Covid, donc il y a eu un foisonnement de consultations par le téléphone, sauf que ceci est appelé téléconseil. Et le téléconseil n'est pas reconnu par le législateur, si bien qu'il ne peut donner droit ni à une ordonnance de traitement, encore moins à une facture de paiement. Donc, le téléconseil, c'est un avis qu'on donne, mais il n'a aucune valeur médicale et le législateur ne connaît pas ce terme. On le retrouve, bien sûr, chez les vendeurs, que ce soit les supermarchés, etc., mais pas en médecine. Ça n'existe pas. Par contre, il y a la télémédecine et la télé à travers essentiellement la téléconsultation. Et là, les choses ont été bien développées par le législateur. Il y a la télé-expertise, je reviendrai tout à l'heure. Il y a la télé-surveillance et on en reparlera tout à l'heure. Le deuxième grand chapitre de le digital en matière de santé, c'est la télésanté. Et je suis télésanté, c'est finalement tous les sites d'information grand public qui parlent de la médecine, qui parlent de l'épidémiologie. Et malheureusement, ce secteur a été quelque part approché de façon quasi invasive par des secteurs purement commerciaux. Il y a lieu de reprendre les autorités, le Conseil de l'ordre, le ministère et d'autres, reprendre ce système pour mettre un peu d'ordre, parce qu'on ne peut pas vendre tous les produits sous prétexte qu'ils présentent des intérêts scientifiques. La M-santé, comme on appelle, ou ce qu'on appelle la M-mobile, est un domaine que connaissent parfaitement les ophtalmos. Je suis très mal placé pour leur en parler. Au fait, c'est tous les objets connectés qui peuvent être mis au profit de la santé pour la surveillance du patient, et on en reparlera le jour. On ne peut pas parler de digital sans parler de l'intelligence artificielle, qui finalement, quand on voit la définition donnée par Google, par le docteur Google, c'est au fait l'intérêt de ce que
demande à un ordinateur de dépasser ou voire au moins d'approcher l'intelligence humaine pour la dépasser. Et au fait, l'intérêt de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, c'est de donner une promesse de médecine dite 4P, ça veut dire prédictive, préventive, personnalisée et participative. Or, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle quand on n'a pas la base de données. C'est ce qu'on appelle les big data. Or, les big data auraient, dans le cadre, dans une vision d'intelligence artificielle, suffisamment de données pour proposer des conduites thérapeutiques, proposer des diagnostics, etc. Ça, c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle collective, il permettra, comme on l'a dit tout à l'heure à l'échelle régionale, d'avoir des politiques régionales qui s'intéresseraient, en fonction de l'épidémiologie locale, à apporter une meilleure réponse aux problèmes. Pour faire une big data, qui est la base de toute intelligence artificielle et la base du digital, il est impératif de mettre à profit toutes nos connaissances, mais surtout de savoir partager nos informations. C'est quoi, quand on parle du digital? C'est au fait un patient qui, sans se déplacer, c'est l'information qui se déplace et pas le patient. Et on peut, vous l'avez vu tout à l'heure, on peut transférer son dossier d'un centre à un autre, on peut transférer son dossier pour un avis spécialisé dans une ville ou dans un pays, on peut traverser le côté administratif aux organismes de prévoyance sociale et ainsi de suite. Et donc l'idée du digital, c'est dans cette optique, c'est-à-dire un partage d'informations. Le patient qui se retrouve face à plusieurs prises en charge. On a vu tout à l'heure que le parcours de soins est quelque peu disparate et coûte énormément aux patients, mais aussi à la société. Nous devons, à travers ce digital, à travers ce qu'on appelle un dossier patient informatisé ou un dossier patient partagé, faire voyager plus les données que le patient. Le patient aura comme retour une meilleure prise en charge, mais aussi le médecin aura ce qu'on appelle un transfert de connaissances. Donc, parler du digital, parler du transfert, parler de télémédecine, téléconsultation, c'est d'abord partager l'information. On ne peut partager l'information que quand elle est digitalisée, mais on ne peut partager l'information que quand on partage les connaissances. On ne peut pas partager l'information en gardant ce secteur public, privé, militaire, fondation. Donc, dans un premier temps, il va falloir réfléchir à un partenariat public-privé, faire sauter ces frontières qui me semblent être plutôt fictives et au profit de la prise en charge du patient. Donc, il va falloir d'abord que les médecins communiquent et qu'on mette ensemble un dossier patient informatique qu'il puisse circuler librement entre le pharmacien, entre l'hôpital qui prend en charge les organismes et ainsi de suite. Bien évidemment, dans l'éthique, parce que quand on parle de digital, quand on parle de téléconsultation, télémédecine, on ne parle pas de l'informatique. Non, on parle d'abord, ce n'est pas de l'informatique qui utilise la médecine, c'est de la médecine qui utilise des nouvelles technologies de l'information à distance. Et donc, on reste dans le cadre déontologique avec l'éthique médicale. Donc, il est hors question de voir de prendre la télémédecine ou le digital uniquement sur ce côté informatique et technologique. Bien évidemment, il faut qu'il y ait des garde-fous. Et le dossier patient est la seule possibilité de le faire. Ceci, bien évidemment, nécessite un partenariat entre le public et le privé, mais aussi une formation médicale adaptée. Il faut qu'on puisse parler le même langage. Quand on parle de dossier informatique, il faut que les gens parlent le même langage, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on mette à jour nos connaissances informatiques pour la base dont on a besoin, mais surtout mettre à jour nos systèmes d'information hospitaliers, qu'ils puissent, eux, communiquer entre les secteurs, bien sûr, avec une hiérarchie de prise de décision et d'information. Finalement, la vision de l'ouvrage et des auteurs dans la nouvelle politique de santé telle qu'elle a été abordée, c'est d'abord de relever des données épidémiologiques régionales. On ne peut pas faire de médecine si on ne connaît pas quelle est la pathologie qui intéresse. On ne peut pas, comme ça a été dit tout à l'heure, aller décréter une vaccination pour l'ensemble du Maroc ou décréter une prise des
d'une hypertension artérielle, pour la prise en charge d'hypertension artérielle ou du cancer. Si ça se trouve, il y a des villes au Maroc ou des quartiers au Maroc ou des régions qui ne connaissent pas le cancer, mais qui ont un problème de goitre, qui ont un problème d'hypertension ou un problème de pathologie pulmonaire ou rénale. Et donc, on ne peut pas appliquer la même politique un peu dans les régions. Si bien qu'il va falloir relever l'état de l'existant, des ressources humaines, mais aussi sanitaires. Et c'est là où on commence à bâtir un peu un partenariat public-privé. Deuxièmement, il faut écouter les professionnels de la santé de la région, pas centraux du ministère, mais c'est la région qui demande. Il faut être à l'écoute de la société civile, et là, c'est les organismes, mais aussi les patients, et les pouvoirs publics. Il faut qu'ils soient engagés au même titre qu'ils ont été engagés, qu'ils le sont au jour d'aujourd'hui, pour prendre en charge la pandémie au Covid. Et tout ça, on avait développé une vision sur les agences régionales de la santé qui nécessitent au préalable, donc pour faire un parcours de soins digital, il faut d'abord réhabiliter les structures de soins de base et les cabinets médicaux, ensuite les équiper. Et quand on les équipe, on peut, bien évidemment, faire partager l'information. Je vous informe qu'un excellent travail qui a été fait par la HCP, le Haut Commissariat au Plan, a montré qu'au Maroc, sur 100 consultations, moins de 10 voire 7% ont besoin d'une hospitalisation. Le reste ont besoin d'une consultation. Je pense que c'est dit, c'est écrit, c'est un rapport, mais finalement, on le sent dans notre pratique de tous les jours. Donc, si bien que bon nombre n'ont besoin que d'une consultation. C'est quand même très cher payé de faire voyager quelqu'un de Tarfaya pour venir à Rabat pour un avis, et finalement, on peut faire transférer l'information. Et c'est là, donc, on veut plébisciter plutôt la téléexpertise plus que la téléconsultation. C'est-à-dire que le patient restera toujours en regard de son patient, et c'est le patient, médecin généraliste ou ophtalmo, qui demandera avis à un autre ophtalmo, en l'occurrence votre réseau dont il est question aujourd'hui, pour un problème particulier d'une rétine ou d'une tumeur de papier, un truc qui est tellement rare qu'il n'en a pas l'expertise. Et au fait, la télé-expertise, comme l'on l'indique, c'est une demande entre un médecin et un expert au profit du patient. Non seulement le patient sera bien pris en charge, mais aussi le médecin prendra de la formation médicale, puisque c'est du savoir, c'est du transfert de savoir qui sera fait. Un exemple en téléradiologie, mais on peut bien évidemment multiplier les exemples en ophtalmo, en néphro, en psychiatrie, j'en passe. Un hôpital qui dispose de centres de matériel de radiologie, mais moins de techniques, il n'a pas en nombre les radiologues ou des experts dans certaines pathologies, peut très bien produire une activité, ensuite la mettre dans un système, ce qu'on appelle le PACS, un serveur qui sera transféré à un groupe universitaire, public ou privé, Rabat, Casa ou dans une autre ville, quelle qu'en soit, voire un avis à l'étranger. Et cet examen sera lu sans aucun problème avec un retour d'information. Un, le retour d'information sera dans l'heure qui suit. Deux, le compte rendu est d'une qualité qui permet une meilleure prise en charge, mais encore une fois, un transfert de savoir. Un exemple, on est en plein Covid. Ça, c'est un outil d'intelligence artificielle. On peut le travailler, quelles que soient les images. Quand on reçoit les images, on travaille, on le compte rendu. Bien sûr, il y a des choses que nous devons voir, les adénopathies, les masses, les épanchements, etc. Mais le logiciel est là pour nous dire exactement, je ne sais pas si vous arrivez à voir à ce niveau-là, qui nous dit exactement le volume des lésions par segment. Et ça, c'est important pour la gravité du patient, en dehors de sa chute de saturation et de contexte clinique, mais aussi pour l'évolution et pour les mises en... Enfin, avant de conclure, on dit qu'à travers notre ouvrage, on voudrait aussi proposer une nouvelle architecture du ministère de la Santé. Je vous présente en avant-première cette architecture. C'est au fait le ministère de la Santé, au lieu d'être jugé parti, il devrait se cantonner comme les autres ministères, notamment tourisme et agriculture, à des études stratégiques, à l'inspection, le contrôle et à l'étude juridique. Une haute autorité de santé qui est placée sous le chef du gouvernement est nécessaire pour toutes les recommandations scientifiques. Il n'est pas normal qu'une institution publique, quelle qu'elle soit jugée partie, à la limite gérer l'assurance et faire les recommandations scientifiques. Ensuite,
Pour faire des agences, il va falloir réfléchir sur les agences régionales qui devront rendre compte plutôt à une agence nationale qui, elle, au besoin, demandera, comme ici, puisqu'il y a toujours de l'information entre les hautes autorités. Il faut qu'il y ait une véritable agence de médicaments, de produits de santé, et il faut aussi qu'on réfléchisse à une agence de santé digitale. Quand on parle de téléconsultation, de télémédecine, quelle est la part du provider quand il y a un problème de transfert ou d'un bug? Or, le législateur n'en parle pas. Il faut en parler. Il faut d'abord définir tout ça, mettre des garde-fous avant d'autoriser de la télémédecine ou de la téléconsultation. Et donc, une agence de santé digitale, puisque elle sera prépondérante les années à venir, est fondamentale. Voilà, donc le digital, c'est aussi tout ça. La réussite d'une politique de santé, quelle qu'elle soit, nécessite une refonte de système. Il faut bien sûr de l'intelligence artificielle, mais avant ça, il faut d'abord une intelligence humaine. Et je vous remercie.